Alexandre, quelques informations sur ton outil et le contexte d'émergence de cet outil. Ouais, je peux commencer par présenter le contexte de la dégradation des haies. Alors, on en a beaucoup parlé ce matin, je suis d'ailleurs content de toutes les présentations qui ont fait l'éloge de la haie. Donc, moi, je vais juste parler de à quel point cet habitat est dégradé. Donc, depuis 1950, on a perdu 1,3 million de kilomètres. Ça a représenté à l'époque, après-guerre, environ 70% du linéaire. On pourrait penser qu'on s'est arrêté là, et en fait, on voit sur les dernières études qu'on perd encore, je crois que c'est plus de 23 000 kilomètres par an, et on plante environ 3 000 kilomètres par an, donc il y a un petit facteur 8 qui se balade par là. Et donc, c'est une très grosse problématique, comme on l'a vu ce matin, puisque des pollinisateurs jusqu'aux chauves-souris, il y a vraiment beaucoup d'impacts sur la biodiversité, et je ne parle pas non plus des impacts sur la séquestration en carbone, les cycles de l'eau, la limitation de l'érosion, et plein d'autres intérêts pour ces écosystèmes. Je continue. Donc il y a finalement il y a donc des enjeux pour les conserver ces haies. Donc il en reste encore 750 000 kilomètres répartis plutôt dans les zones d'élevage d'ailleurs. Et donc il y a des objectifs finalement pour améliorer la situation. Il y a la partie plantation. Donc là on a cité ce matin l'objectif de 50 000 kilomètres d'ici 2030. Ça fait un peu plus de 8 000 kilomètres par an. On est aujourd'hui à 3 000. Faudra les trouver. Et puis il y a aussi le gros enjeu de arrêter l'hémorragie des 23 000 kilomètres qu'on perd tous les ans. Et donc là, ça passera par l'amélioration de la gestion, parce qu'il y a un peu d'arrachage, mais il y a aussi finalement des haies qui vont être dégradées parce qu'on va utiliser du matériel très agressif comme les lamiers ou les épareuses, le faire trop régulièrement, et à la fin on va fatiguer l'arbre et on va faire disparaître la haie. Et donc, pour accompagner finalement la plantation et la meilleure gestion, donc il y a des outils. Il y a le pacte en faveur de la haie, qui a été cité ce matin, qui a été aussi avec l'OFB un gros projet. Il y a la PAC qui s'en mêle, mais on a aussi dit que les IAE, c'est quand même assez moyen en termes d'objectifs par rapport enfin, ça sera un outil assez moyen pour le faire évoluer, disons, pour atteindre les objectifs ambitieux qui ont été fixés. Et puis, il y a le label bas carbone. Alors, il y a une méthodologie qui a été déposée pour la haie. Alors, de mémoire, c'est 2019 ou 2020. C'est encore très peu développé. Il y a eu une vingtaine de projets de déposés depuis le début. Et ça enchaîne avec Et justement, l'idée, c'est de pouvoir faciliter le déploiement de tels projets bas carbone en déployant un outil qui permet de faire ce MRV, ce monitoring, reporting, vérification des émissions évitées grâce à l'implantation de haies. Oui, parce qu'en fait, le gros enjeu de ces techniques, enfin de ces méthodes, label bas carbone, c'est le suivi. Et le suivi, en fait, il y en a aujourd'hui deux qui existent. Enfin, en tout cas, moi, c'est une catégorie que j'ai réalisée, c'est le suivi qui va être très complet, mais qui va être coûteux, c'est celui qui va être fait par le technicien sur le terrain, qui va se promener le long des haies et qui va caractériser ces haies. Alors, dans la méthode haies du label bas carbone, ça va quand on prend tous les indicateurs de biodiversité jusqu'à une cinquantaine d'indicateurs. Donc, c'est assez long à inventorier tout ça, et donc coûteux. Et en plus, on manque de techniciens formés si on voulait le faire sur une échelle assez importante. Et d'un autre côté, on a les solutions avec image satellite qui sont très très bien pour faire un suivi, ce qu'on va appeler plutôt quantitatif, où on va avoir ici par exemple des kilomètres de haies qui vont être qu'on va pouvoir identifier. On va aussi pouvoir identifier la maille. Est-ce qu'on a un grain bocager suffisant, ou est-ce qu'on peut planter d'autres haies si on veut boucher des trous dans notre maille? C'est très pertinent pour ça. Par contre, la résolution spatiale ne permet pas d'aller jusqu'à tous les indicateurs comme la typologie, est-ce qu'il y a un ourlet en dessous la haie, qui peut aussi être caché par la canopée. Donc l'angle de vue est aussi une contrainte. Et j'y reviens juste pour expliquer peut-être que toutes ces caractéristiques sont à bien renseigner dans un outil pour effectivement faire les déclarations. Ces caractéristiques, ces informations, elles sont requises par la méthode de comptabilisation des émissions évitées, donc conforme au label bas carbone. Oui. Voilà, c'est juste que je précise, il y a un cadre de certification globale, le label bas carbone, qui se décline en différentes méthodes, dont une méthode concerne directement la haie, et cette méthode demande à ce qu'il y ait toutes ces informations qui soient renseignées. C'est vrai, j'ai pas détaillé tout à l'heure le label bas carbone, je pense que c'est assez connu, mais dans la méthodologie haie, il y a une supplément, on va dire, co-bénéfice pour biodiversité. Et donc, c'est des crédits carbone qui sont généralement vendus plus cher, qui sont aussi locaux généralement, et qui permettent d'avoir finalement des
pas seulement de la séquestration, mais aussi une valeur ajoutée au niveau de la biodiversité. Et là, on fait le pont entre carbone et biodiversité, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc avec cette méthode-là, ça a le mérite de le souligner. Ouais. Et donc du coup, bah, moi, pour boucher le trou, on va dire, entre le truc complet et le truc coûteux et incomplet et pas trop cher, j'ai développé une solution qui se base sur une application smartphone. Donc soit en haut, on se déplace à pied comme je l'ai fait pour mes tests, mais l'idée en production, c'est de pouvoir le mettre sur le côté du tracteur lorsque l'agriculteur va faire ses travaux habituels dans le champ. Et donc pendant qu'il va se déplacer, et ben, il va filmer les haies. Et ensuite, l'idée, c'est de récupérer les images et de faire alors deux choses ici, de la reconstruction en 3D de la haie. Donc par photogrammétrie, en fait, on va prendre des images qui ont été prises à différents endroits le long de la vidéo. Et on va pouvoir reconstruire en 3D la haie pour estimer alors des données géométriques, quelle hauteur elle fait, quel volume elle fait pour avoir des indicateurs de biomasse et des indicateurs de carbone. On va pouvoir aussi géolocaliser la haie qu'on a filmée puisqu'on a des indicateurs géométriques, donc on sait à quelle distance la haie se trouve du téléphone portable et on a les indicateurs GPS du téléphone, ce qui permet de géolocaliser la haie sur la carte. Et puis ensuite, on va pouvoir, avec des modèles d'intelligence artificielle, faire de la segmentation d'images. Alors après, l'enjeu, c'est tout le temps d'avoir des données labellisées. Alors ici, je l'avais fait sur les arbres, simplement avec une classification sans données labellisées, avec les nouveaux modèles d'IA qui étaient sortis notamment par Facebook et qui sont extrêmement puissants et qui aident beaucoup à l'annotation. Mais il faudra quand même, pour certaines typologies qui sont spécifiques, qui sont des nomenclatures humaines finalement, il faudra des aides à l'annotation pour poursuivre les modèles. Où est-ce qu'on en est en termes de développement aujourd'hui et quand est-ce qu'on peut imaginer un outil finalisé? Ouais. Et ben, ce qui marche pour l'instant, la photogrammétrie, ça marche plutôt bien. Après, ce que je disais, du coup, l'enjeu, c'est d'avoir des données labellisées pour les 50 catégories qu'on veut finalement prédire. Ouais, il y a 50 indicateurs attendus dans le cadre de la méthode. Il y en a une cinquantaine, sachant qu'il y en a qui seront vraiment très difficiles parce qu'il n'y a pas non plus de visu, même de très près du terrain. Des fois, il faut soulever les branches, aller voir au pied de la haie. Donc ça sera très très compliqué. Par contre, il y en a quand même un bon paquet qu'on pourra voir, mais il faudra un peu d'aide d'annotation. Donc ça, c'est là où on en est aujourd'hui. Après, on est en train de réfléchir à faire évoluer un petit peu la solution, parce qu'en fait, sur le téléphone, il y a deux problèmes pratico-pratiques. Le premier, c'est que l'agriculteur est quand même assez réfractaire à utiliser son téléphone, et c'est aussi ce que nous disent les techniciens sur le terrain, c'est que demander à l'agriculteur de relever les données lui-même, ça sera très très compliqué. Et puis il y a aussi un problème plus technique là avec des paramètres de caméra différentes en fonction des téléphones, des angles de vue qui ne seront pas forcément J'imagine maîtrisés. l'exposition du soleil, le niveau de propreté de la vitre du tracteur a peut-être aussi un impact. Exactement. Sur donc, tout ça peut jouer. Et donc là, on est en train on va essayer d'utiliser des drones pour calibrer finalement beaucoup plus finement la caractérisation. Ce sera un peu plus coûteux, mais au moins ce sera le technicien qui pourra venir faire ça. Lui, c'est son métier. Et l'idée, c'est de pouvoir automatiser le plan de vol du drone pour qu'il n'ait pas non plus à piloter en permanence le drone et qu'il y ait une standardisation des prises de vue. Et ensuite, on pourra brancher les images collectées par le drone sur nos modèles qu'on a déjà développés, qui permettra d'accélérer tout ça.